Eh bien, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'article Open Science 2.0, l'Open Science 2.0, la nouvelle manière de faire de l'Open Science ou de penser l'Open Science. Et je suis avec Nathanaël Larigadi. Comment ça va? Salut, ça va très bien. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Tu as bien lu l'article? Oui, oui, j'ai lu l'article, j'ai fait mes devoirs, tout va bien. Et est-ce que tu connaissais les auteurs? Alors, les auteurs sont Robert Thibault, Olavo Amaral, Felipe Argolo, Anita Bandrowski, Alexandra Davidson et Natasha Drudi, et je ne connaissais aucun d'entre eux. Eh ben, j'en connais aucun non plus. Je connais les invités dans l'article, parce qu'il y a quelques, Ouais, on en parlera sans doute, mais il y a des petites interviews, j'en connaissais quelques-uns, notamment, comment il s'appelle, docteur, c'est Ma- imprononçable, m- Ulrich m- Dirnagel. ah, non, c'est pas Et, celui que je connaissais. Moi, je d'accord. connaissais Marcus Mufano, Ouais, Munafo, ouais, ouais, je le connaissais Munafo, aussi. pardon, ouais. Et Fiona Fiedler, par contre, je ne connaissais pas. Et il y a aussi un remerciement à Tom Hardwick, bien sûr, Je connais grand bien. nom. Oui. Voilà. Eh ben, il va Que je- travailler avec nous. Il va travailler avec nous pour un projet à Chypre. Excellent. Ouais, ça va être sympa. Bon, bref, on n'est pas là pour parler des Non, projets, pas on est du là tout. pour parler de l'article. Euh, Effectivement. Bah peut-être tu peux nous présenter une petite overview de l'article, de quoi ça parle de manière très générale, et après moi je vais faire une présentation peut-être un peu plus détaillée. Oui, si tu veux. Alors, l'article, c'est compliqué de faire un résumé rapide et succinct de l'article parce qu'en fait, il apporte énormément de points, même sans aller forcément en détail. Mais le concept un peu de l'article, c'est de faire un petit résumé en fait des propositions de l'open science telles qu'on les connaît traditionnellement, j'ai envie de dire, un petit peu de ce qui s'est fait en fait les 10-20 dernières années. Et en fait, c'est une proposition aussi de déjà essayer de réfléchir à comment aller plus loin et comment rendre en fait une open science plus. Moi, la sensation que j'ai eue de l'article, en fait, c'est quelque chose de plus dynamique. Mm. Je pense que leur comparaison, il faut une comparaison entre le web 1.0, le web 2.0 ou le web 1.0, toutes ces pages très statiques qu'on avait avant, et puis ensuite c'est devenu quelque chose de très très dynamique, où chaque morceau de page web peut devenir très interactive, etc., etc. Et en fait, il propose quelque chose qui est aussi une open science un peu plus modulaire aussi. Et je trouve du coup que la comparaison elle est assez bienvenue. Et donc voilà, c'est toute une proposition comme ça de choses qui, à mon avis, mettront probablement, si la communauté scientifique décide de partir dans cette direction, mettront très longtemps avant d'être implémentées. C'est Mais bien, je tu pense nous qu'on fais ira un une peu plus dans le conclusion un petit détail. peu pessimiste avant même de l'introduction, quoi. Bravo, merci. Non, je trouve justement l'article très très optimiste et très agréable à lire et aussi, enfin, c'est bourré de bonnes idées, je trouve. Ouais. Euh, voilà, je pense qu'après on pourra aller un peu plus en détail. Tu vois. J'ai exactement le même ressenti que toi, surtout un peu sur la fin où bon, on va pas trop spoiler non plus, mais en gros il dit voilà où on pourrait aller. Bon, on en est vraiment très loin, mais voilà où on pourrait aller, quoi. Ouais, Bah, c'est en fait, exactement ça. moi il m'a fait penser à un billet de blog, je sais pas si tu connais Tal Yarkoni, j'imagine, il a fait des recherches en psychologie sociale, il a un background en statistique, maintenant il travaille chez Google. Et il a un blog qui s'appelle Citation Needed. Et il y a un de ses Ouais. articles dans ce blog qui s'appelle I Hate Open Science. Et, et en fait, ça m'y a immédiatement fait penser parce que Tal Yarkoni, il dit, en gros, c'est pas l'open science que je déteste, c'est le terme open science que je déteste parce que ça peut vouloir dire l'accessibilité des données, ça peut vouloir dire plus de reproductibilité, ça peut vouloir dire avoir des chercheurs plus divers, plus de participants plus divers, avoir des pratiques plus diverses, avoir une ouverture des opinions, pouvoir faire du crowdsourcing. Enfin, c'est tellement vague que finalement, quand tu dis je fais de l'open science, bah, on ne sait pas ce que tu fais ni ce que tu as mis en place, donc c'est assez facile pour une université, pour une institution, pour même des chercheurs de dire je fais de l'open science, alors qu'en fait tu fais vraiment le strict minimum de ce qui pourrait être de l'open science et de la science vraiment ouverte, quoi. Ouais. Et ce billet de blog, je veux pas dire de bêtises, mais il est assez vieux, genre au moins 2020.
je dirais, à peu près. Je pourrais pas dire la date exacte, mais j'ai vraiment l'impression que ça fait écho, en fait, hein, à ces idées-là. Moi, j'avais fait, je suis en train d'écrire un article qui s'appelle «Devrions-nous nous méfier de l'open science?» et en fait, je reprends aussi un certain nombre, de ces points-là et notamment le fait que pour les maisons d'édition et les institutions, l'open science, c'est quasiment que de l'open access. C'est-à-dire le Ouais. fait de faire payer les auteurs la possibilité d'accéder au manuscrit. En fait, plutôt que ce soit le lecteur qui paye pour accéder au manuscrit, comme par exemple on fait quand on paye un magazine ou un journal, bah là en fait c'est l'auteur qui paye pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et ça s'appelle l'open access. Enfin, c'est une manière de voir l'open access. Et en fait, la plupart du temps, l'open science signifie l'open access. Et c'est la vue que je développe dans cet article-là, c'est que c'est une vision délétère de l'open science et beaucoup trop restrictive. Donc voilà, ça c'est un petit peu le profil que dresse Tal Yarkoni à ce moment-là. Euh, et donc on va pouvoir commencer à décrire l'article. Je pense que la première chose à dire, c'est d'utiliser la définition d'open science de l'UNESCO, qui est quand même la définition la plus standardisée de l'open science et une des plus vagues, mais en même temps une des plus englobantes. Ils disent que la science ouverte, c'est une construction inclusive qui combine divers mouvements et pratiques visant à rendre les connaissances scientifiques multilingues ouvertes, disponibles, accessibles et réutilisables pour tous, d'accroître les collaborations scientifiques et le partage de l'information au profit de la science et de la société, et d'ouvrir les processus de création, d'évaluation et de communication des connaissances scientifiques aux acteurs de la société au-delà de la communauté scientifique traditionnelle. Donc tu as déjà une partie vraiment, alors simplement d'ouverture, mais tu as aussi, une volonté, hein, dans cette définition de dire: «On va pas ouvrir que les données, les scripts et les articles», mais c'est aussi de s'ouvrir, d'ouvrir la communauté de chercheurs, d'ouvrir la culture de recherche à d'autres individus, et finalement de faire en sorte que la recherche soit vraiment un écosystème global, qui soit pas juste des chercheurs chacun dans leur coin, quoi. En gros, c'est un peu ça Ouais. l'idée. Et en fait, ce que disent les chercheurs directement de cet article, c'est que, OK, il y a fondamentalement la notion de transparence qui apparaît dans cette définition, mais par contre, il y a pas de notion de rigueur. Il y a juste, possiblement la possibilité que, le potentiel qu'on puisse avoir un potentiel de rigueur grâce à la transparence, de pouvoir, vérifier les résultats, mais en fait, il y a pas vraiment, cette notion-là qui transparaît. On dit: «On va ouvrir». Mais on va ouvrir quoi, où, comment, pourquoi et qu'est-ce qu'on va en faire de cette ouverture? Pas forcément, inclus en fait dans cette, définition de l'open science qu'on pourrait qualifier du coup de 1.0 et l'objectif de l'article, c'est justement de dépasser un peu cette définition actuelle. Ouais, et ceci dit, je sais pas en fait si parce qu'on a l'habitude de le faire, hein, je le fais aussi, de mettre l'emphase énormément sur la rigueur scientifique en lien direct avec l'open science. Mais est-ce que c'est pas plus une conséquence que une conséquence un peu implicite en fait de l'ouverture que quelque chose de qu'un focus particulier de l'open science? Je pense que c'est une question qui est intéressante. Euh, je pense que ouvrir de toute façon ça augmente la rigueur automatiquement et que finalement quelque part, je sais pas, je suis pas sûr qu'on ait besoin particulièrement de le mentionner parce que ça veut dire, si on ouvre tout, il y a la possibilité de toute façon de pouvoir vérifier, je sais pas moi, les analyses, choses par d'autres chercheurs. Et donc la rigueur, en fait, de façon induite, elle est forcément augmentée. Et si on veut plus de rigueur finalement dans le processus scientifique, on peut juste demander aux gens d'être plus rigoureux quelque part. Ouais, je pense, un des arguments qui sont assez développés par, des penseurs de l'open science du coup 1.0, c'est de dire: «C'est déjà une première étape». L'idée qui est développée là, c'est de dire qu'en fait, si on veut vraiment s'assurer que ça fonctionne, il faut systématiser, les choses, quoi. Oui, Systématiser la vérification, systématiser et cetera. On va y revenir, hein, par la suite, oui, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu ces 2 discours qui s'opposent. Il y a le discours qui dit: «C'est déjà ça» et puis il y a le discours qui dit: «Mais en fait, tout le monde gagnerait à faire plus». Et même ceux qui s'y opposent, en fait, ils gagneraient à faire plus. Je pense qu'il y a toujours un peu ce double discours tout le temps. oui. Donc l'article est en fait séparé en 3 parties. Il y a une partie qui est, voilà la description de l'open science actuelle.
Il y a une partie qui est voici la description de l'open science idéal. Et troisième partie, voilà le processus qui pourrait nous amener de l'open science actuel à l'open science idéal. Donc je propose qu'on développe de cette manière-là et que du coup je résume un petit peu les trois parties, puis tu t'insères quand tu souhaites émettre des petits commentaires par la Ok. suite. Donc, description de l'open science actuelle. Il commence par parler de la transparence des méthodes, de la méthodologie, en disant qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément de guidelines. Ils disent que dans Consort, donc il y a un site sur lequel se trouvent tous les guidelines, il y a un peu plus de 500 guidelines sur plein de sujets différents. Mais en fait, ils sont presque pas utilisés, ce qui pose un certain nombre de problèmes parce qu'en fait, si on les rend pas obligatoires, la plupart vont tout simplement être invisibles et pour ceux qui vont être utilisés, ben, ils vont être utilisés par ceux qui sont vraiment consciencieux de vouloir les utiliser, mais sans obligation, ben, il y aura pas forcément de volonté de faire des efforts de les utiliser et donc de rendre les méthodes plus transparentes. Et il parle d'un cas particulier qui s'appelle les RRID, donc Research Resource Identifier, Research Resources Identifier, donc c'est des sortes de noms qu'on donne aux anticorps pour les distinguer et les nommer, en fait, des cultures de cellules. Et ils disent que dans les années 90, ces RRID étaient utilisés dans 15% des études, et en 2020, c'était 50% des études. Et en fait, ça permet de détecter des erreurs des lignes de cellules problématiques ou, ben, par exemple, si on fait des cultures de cellules de cancer, bah, ça peut arriver que certaines cellules mutent et du coup ne deviennent plus les mêmes types de cellules que celles que l'on voulait cultiver, donc celles dont on voulait tester une chimiothérapie ou quoi que ce soit dessus. Et donc il faut pouvoir les nommer. Et pour pouvoir les nommer, ben, il faut utiliser des descriptions qui soient standardisées, comme par exemple ces RRID. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des chercheurs dans les années 90 qui se sont regroupés et qui ont dit ben, comment on peut faire pour standardiser tout ça. Ils ont créé un protocole standardisé et ils l'ont utilisé. Et ils l'ont utilisé longtemps et ils ont publié avec cette utilisation, ce qui fait que progressivement et très progressivement, de plus en plus de journaux se sont mis à le requérir. Et en fait, c'est à partir du moment où Cell, qui est vraiment le plus gros journal en biologie, qui l'a rendu obligatoire, que vraiment il y a eu le shift qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un des protocoles, enfin, des identifiants qui sont utilisés très régulièrement dans ce type d'études. Et en fait, je trouve que c'est un étude de cas, enfin, un cas qui est hyper intéressant pour savoir finalement comment on fait pour modifier une culture de recherche fondamentalement et en fait par une influence minoritaire qui fait qu'à un moment donné, il y a un point de bascule par un gros stakeholder et qui fait qu'à un moment donné, en fait, il y a ce shift et où c'est accepté finalement dans la population générale, quoi. Enfin, chez tous les chercheurs, quoi. Donc ça, je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Ouais, stakeholder, partie prenante en français. C'est mieux de parler français. Mais voilà, je trouve que voilà, cette étude de cas, ça montre aussi comment l'open science peut s'imposer finalement grâce à des gens qui vont utiliser des méthodes qu'ils savent être meilleures que les méthodes actuelles, qui vont les utiliser constamment, qui vont comme ça créer une communauté de plus en plus grosse, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un éditeur qui se réveille et qui dise en fait on va utiliser ça systématiquement parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Et Ouais. c'est là où il y a vraiment le shift, quoi. Je Ensuite, il pense que, parle, ouais, pardon, ouais, je m'insère du coup. vas-y, vas-y. Je pense qu'il y a, il y a un truc intéressant aussi avec alors les RRID, du coup, c'est utilisé effectivement dans la recherche en biologie et puis dans le biomédical, etc. Et alors, c'est une remarque que je vais faire, je pense, très régulièrement, parce que j'y ai pensé plein de fois pendant le papier. Moi, déjà, rien que le nom, ça me fait vachement penser à des standards en informatique. Et, euh, et en fait, je pense que l'utilisation en fait de plus en plus grande dans ce genre de situation, à mon avis, dans ce cas-là, par exemple, je pense que ça s'est entre guillemets imposé de lui-même de par l'efficacité d'avoir un espèce de truc un peu standardisé comme ça. C'est assez évident que si on a des grandes bases de données avec des identificateurs uniques pour que tout le monde parle de la même chose, etc. En fait, à la fin, une fois que le switch il est fait, euh, une fois que le transfert est fait, j'essaie aussi de parler plus ou moins français. En fait, on gagne en efficacité à fond. Et en réalité, je pense qu'il y a dans l'open science en général, en fait, il y a une inspiration énorme
du monde de l'informatique en général. Alors informatique surtout dans le sens tout ce qui est open code et tous les trucs qui sont liés à l'informatique logicielle, hein, surtout. Il y a vraiment une analogie et en fait finalement même un mouvement qui s'inspire complètement de tout ce qui est de toute cette tradition. Et c'est quasiment palpable en fait à quel point le parallèle à faire entre les deux est super important. Et là, par exemple, voilà, les identificateurs comme ça, ce genre de standardisation, ça ressemble complètement à une standardisation informatique Ouais. Tout à fait. Ensuite, il parle de la communication et notamment, sur le fait que pendant très longtemps, la communication se faisait à travers les articles, quoi, les manuscrits, qui étaient du coup généralement acceptés quand le résultat était positif, ce qui amène, du coup, à un biais dans la littérature. Elle est très très perturbant ta boisson, où il y a un petit rond là à l'intérieur qui bouge tout le temps, c'est très Oui, particulier. désolé. Non, c'est marrant. Hem, on a, et alors, donc les manuscrits, ça a été pendant longtemps le seul indicateur que tu avais fait une recherche. Sauf que de plus en plus, il est obligatoire de déclarer en avance les analyses. Notamment, ça devient obligatoire de le faire pour les recherches cliniques dans le domaine biomédical et ça permet de réduire le nombre de résultats non publiés et d'améliorer les bases de données en évitant d'omettre les résultats non significatifs. Et ça, c'est une demande principalement citoyenne, tout simplement de dire, bah, si je suis un citoyen et que je fais partie d'un protocole de recherche et que j'ai signé mon consentement pour cette recherche, je dois être informé des résultats de cette recherche et donc ça veut dire qu'il faut les publier. Donc en fait, c'est intéressant de voir aussi qui a mis la pression à ce niveau-là. C'est surtout, une pression, alors pas directement de chaque citoyen, mais plutôt des représentants des citoyens à ce niveau-là et des États. Sauf que, ben, force est de constater que s'il y a cette pression dans le domaine biomédical, toute la recherche non clinique est quand même assez peu affectée par ce type de pression. Alors on dit, j'ai pas vu dans quel domaine, mais il y a écrit sur mon conducteur: «On est à environ 10 d'études préenregistrées, dont une majorité avec un mauvais préenregistrement ou avec des analyses ou des hypothèses différentes de celles de l'article publié, sans explication sur les déviations. De plus, seulement 3 des peer reviewers regardent les préenregistrements». Et enfin, 5 à 11 des recherches sont dites ayant des données ouvertes, donc n'importe qui peut aller dans l'article et avoir un lien vers l'accès aux données. Mais en réalité, quand on le fait réellement, il n'y a plus que 1 à 3 des recherches dont on a des données ouvertes. Donc finalement, le fait de préenregistrer, de dire qu'on va faire une étude, bah, finalement, on se retrouve avec un article qui est parfois différent de ce qu'on avait préenregistré. On dit que les données sont ouvertes, mais en fait, déjà, dans très peu d'études disent que les données sont ouvertes, mais même quand elles le disent, il y en a très peu d'entre elles où les données sont vraiment ouvertes. Et finalement, les peer reviewers qui sont censés faire le boulot de s'assurer de ça, ils le font pas. Ouais. Et tout ça était quand même des objectifs plus ou moins affichés de l'Open Science 1.0 et du coup, voilà, ça fait partie des objectifs qui sont pas vraiment tenus pour l'instant et qui stagnent, vraiment pas mal, quoi. Oui, effectivement. Moi, ce que ça me donne envie de dire, parce que c'est vrai que ça commence à faire un petit moment maintenant que l'open science essaye un petit peu de changer un petit peu les choses. Et j'espère quand même qu'on commence à être connu, même si ça dépend fortement où. Ça me fait quand même vachement me dire que si on force pas un petit peu les chercheurs, en fait, ils font pas les Mmh. choses. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. En fait, si jamais il n'y a pas quelque chose, parce que finalement, quelque part, il y a eu une véritable pression pour les études cliniques. Et le reste est laissé un petit peu de côté. Je pense que effectivement, comme tu dis, il y a cet aspect citoyen qui veut être informé. Et puis je pense qu'il y a aussi que des études cliniques, en particulier dans le domaine médical, si l'étude clinique elle est mal menée et que les conclusions sont pas bonnes, les gens ils meurent. Genre le lien il est vraiment très direct. Donc là, d'un seul coup, il y a un désir sociétal et politique qui est très important de faire les choses correctement. Donc là, on dit quand même aux chercheurs, bon, faites pas trop n'importe quoi parce que c'est grave. C'est immédiatement grave quand il y a quelque chose de mal qui se passe. Mmh. Le reste de la recherche, c'est beaucoup moins direct. Et donc, d'un seul coup, la pression, elle est un peu moindre. Et en fait, dès qu'on relâche la pression dans les standards scientifiques
qui ne sont pas déjà normalisés, en fait, le scientifique moyen, il prend la petite porte de sortie et il dit hop, c'est bon, je fais le strict minimum. Et Et moi, je trouve peut-être que ça aussi se dans le domaine biomédical aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont aussi cliniciens. Je veux dire, quand tu es médecin et que tu es sensible au fait que les gens meurent, peut-être aussi que ça te pousse toi aussi à aller dire aux autres médecins: «Faites pas n'importe quoi», tu vois? Je sais pas, hein, c'est aussi une possibilité. Alors Oui, que oui, je pense forcément que ça te je touche pense que c'est moins. vrai. Ouais, 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 je pense bien. Et de la recherche non clinique, c'est vrai on a souvent cette sensation que ce qu'on fait, sans dire que ce qu'on fait n'est pas du tout important, on a la sensation que souvent c'est juste des petits trucs itératifs et que ça n'a pas une importance capitale ce qu'on fait. Donc du coup, on est peut-être un peu moins motivé aussi de façon personnelle à faire Oui, des et puis il y choses a absolument rigoureuses. un lien avec les décideurs politiques qui est peut-être aussi moins important, tu vois? Si on était, je sais pas, s'il y avait une procédure, quelque chose qui ferait qu'on serait forcément écouté par les décideurs politiques, peut-être aussi que ça forcerait un peu à se dire: «Mais en fait, faut pas que je dise n'importe quoi ou que je surgénéralise, ce que j'ai trouvé ou que» et cetera, parce que je veux pas non plus induire les politiciens en erreur et me retrouver par la suite à avoir une preuve par l'exemple que ce que j'ai dit était faux, tu vois? Ouais, tout à fait. Mm. Peut-être, bon, peut-être un peu loin, mais c'est quelque chose que j'ai un peu eu l'impression, tu vois, de finalement, les études que je fais, si personne n'est là pour vraiment démontrer, que c'est faux, bon, je peux dire un peu ce que je veux, quoi. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Après, je mettrais un petit, en- un- pas vraiment un bémol, mais une petite précision par-dessus l'article, parce qu'effectivement, il montre que c'est sur 2 millions hein, de publications qu'il y a genre 5 à 10% de données qui sont dites comme étant dites disponibles Accessible? publiquement. Voilà. Mais en fait, cette méta-analyse de, à date de quand Blablabla. À date de. Ah bah, il n'y a pas la... il y a pas la date, super. Bon, c'est 2023, mais je crois que c'est sur des données quelque chose de 2020 ou quelque chose comme ça, je crois. Il me semble. Et c'est quelque chose qui est en train de changer très rapidement dans certains domaines. Il y a quelques jours, j'ai vu une publication. Alors, j'ai cette manie de lire les publications et de ne pas les enregistrer sur mon Zotero. Et donc, du coup, je lis une publication et je retiens ni le nom de la publication ni l'auteur. Donc, du coup, après, j'ai lu une étude. Et puis, voilà. Donc, une étude Tu américaine. fais comme tout le monde finalement. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, j'ai récemment lu une étude qui montrait la trajectoire de partage de données dans les journaux, notamment en sciences politiques. Et en fait, c'est fulgurant à quel point ça change d'année en année. Genre, il y a quelques années, il y avait genre 3% de partage de données. Et en l'espace de juste 5 ans, je crois, on est passé de quelques pourcents à quasiment 50% de partage de données dans les gros journaux de sciences Ouais. politiques. Et donc, du coup, il faut aussi. Donc, c'est important de reconnaître que c'est complètement, extrêmement insuffisant. Mais aussi, il y a quand même un shift qu'on voit petit à petit et qui est quand même palpable, en particulier au niveau des grands journaux. Même en psychologie, hein, il y a ce shift aussi qui se voit. Maintenant, il y a je veux dire, je pense à l'heure actuelle que tenter de publier dans Psychological Science et avec la nouvelle équipe éditoriale, sans avoir de l'open data, je pense qu'à mon avis, c'est desk C'est pas rejection ça sera pas direct. possible, ouais. Ouais, ça Voilà, sera c'est pas ça. possible. Ça sera directement non merci. Donc Mais ça, forcément, ça va justement, faire. c'est quand on parlait au tout début là de l'idée de Cell, où vraiment il y a eu le shift, quand un gros éditeur a vraiment, modifié complètement les standards, moi mon espérance c'est que ça fasse exactement la même chose là, en psychologie, hein. Oui, 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 je suis d'accord. Mais après, il y a aussi que. Enfin, on va voir. Hein. Moi, je suis assez dubitatif parce qu'il y a aussi la majorité des chercheurs, en fait, ils publieront jamais un papier dans Psychological Science ou dans Nature ou dans quoi que ce soit, et ils prendront toujours les journaux un petit peu plus bas et ils auront pas trop de problèmes en général à trouver un poste de par la quantité d'articles. Ouais, mais en fait, Et ce qui va se passer, si on suit ce qui s'est passé là avec Cell, c'est que finalement les journaux un tout petit peu plus bas, genre, JPSP par exemple, ils vont faire pareil. Et que finalement, petit à petit, au fur et à mesure des années, si tu veux publier, avec ces mauvaises pratiques-là actuelles,
En fait, tu vas devoir publier dans des journaux de plus en plus bas jusqu'à ce qu'en fait ça devienne intenable. En fait, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, j'espère que ça sera le cas pour l'open data. Mais je suis pas sûr parce que j'ai l'impression que ça. Parce que, par exemple, utiliser des choses comme les RRID dans la recherche biomédicale, je pense qu'il y a un avantage immédiat pour les chercheurs. Ça améliore enfin, ouais, ça rend leur vie plus facile, en fait, eux aussi, quand ils font des recherches. Faire de l'open data, en général, ça rend pas la vie du chercheur plus facile. Et donc, je suspecte, j'espère sincèrement me tromper, je suspecte qu'il y aura un mouvement qui sera de beaucoup plus faible ampleur de la part des journaux un petit peu plus modestes, qui justement auront toute une base de chercheurs qui continueront à publier chez eux sans faire de l'open data et sans faire de l'open code, ou alors en les faisant mal. Et du coup, il y aura un marché en fait pour ça, je pense. Et le marché de tous les chercheurs qui veulent Mm. pas s'ennuyer à donner leurs données et surtout qui veulent continuer en fait à publier des recherches qui sont pas réplicables et des données qui ont été un petit peu malmenées, etc., etc. Et quelque chose me dit que ça sera pas. Je pense que en fait je dirais la moitié inférieure de qualité des journaux, je pense qu'elle restera probablement sans open data et sans open code, avec tous les arguments mauvais habituels du oui, mais vous savez, il faut faire confiance aux chercheurs parce que les chercheurs font la bonne chose par nature parce qu'ils ont un doctorat. Il y a, moi je pense, tu vois, Elsevier par exemple, qui possède Ouais. vraiment toute l'infrastructure sur le milieu académique, il possède Pure. Et Pure, Hmm. c'est un logiciel sur lequel on peut publier des données et on peut interpréter les données, on peut les synthétiser, on peut faire plein de choses. Ouais. Le jour où les gros éditeurs diront l'open data c'est vachement bien, on va l'obliger, Elsevier va très probablement être un des premiers à dire ok, on rend ça obligatoire avec tous nos journaux, simplement parce que derrière il va y avoir des bénéfices à pouvoir les intégrer, à pouvoir, et puis après à pouvoir revendre l'information, parce qu'Elsevier c'est pas un éditeur scientifique, contrairement à ce qu'on croit, c'est une entreprise de vente d'informations. Ouais. Donc c'est aussi possible, tu vois, que tu vois, on parle des parties prenantes. Elsevier, c'est une grosse partie prenante qui, elle, n'attend que ça, de pouvoir faire ce shift pour pouvoir revendre des données derrière aussi. Donc, Oui, bon. c'est vrai. Bon, on fait des plans sur la comète, hein, mais on verra qui c'est qui a raison. On verra qui c'est qui a raison. Oui, oui, oui. Next part, la science d'équipe. Il rappelle que la recherche actuelle, elle est généralement individuelle, c'est-à-dire qu'il y a un chercheur senior qui possède un laboratoire et qui emploie des chercheurs juniors qui travaillent globalement indépendamment sur une thématique plus ou moins similaire, mais ils travaillent sur des détails de cette thématique de manière globalement indépendante. Les chercheurs doivent être actuellement experts dans toutes les dimensions de la recherche, mais la recherche se complexifiant, il est nécessaire d'avoir des spécialisations, que ce soit être spécialisé dans la conception d'études, dans l'analyse statistique, dans la gestion des données, dans la rédaction d'articles, etc., etc. Un des points de l'open science pour améliorer tout ça qui est fait aujourd'hui, c'est le contributeur role taxonomy, donc le credit, qui en gros, l'idée c'est de dire bah, finalement dans une étude, il n'y a pas des auteurs, il y a des contributeurs qui ont des rôles différents, mais on est face à un énorme problème, c'est les financements. Les financements sont souvent de court terme et pour des petites équipes. Il y a quelques exceptions qui existent, type le Human Brain Project ou le CERN financé par l'Union européenne, mais c'est vraiment plus des exceptions qu'autre chose. Et de l'autre côté, on a des grosses équipes de recherche qui existent, mais principalement sur la base de volontariat, type le Psychological Science Accelerator. Et du coup, voilà, on en est un peu au niveau sciences d'équipe. Et l'open science actuel, c'est en gros le crédit. Et de temps en temps, on voit apparaître des projets un peu ambitieux d'équipe internationale, mais c'est à peu près tout, quoi. Ouais. Alors, pour rebondir, parce que moi, en fait, depuis là, tous les articles que j'écris à l'heure actuelle, donc évidemment, maintenant, tout est toujours open science, mais j'utilise aussi toujours la taxonomie crédit, du coup, pour pouvoir créditer tout le monde.
Et je sais pas ce que toi tu en penses de ton côté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez réfractaires à ça aussi, notamment parce que ça donne une part de visibilité aux assistants de recherche. Alors moi, c'est un des arguments forts pour lesquels j'utilise justement Credit. Euh, et d'ailleurs, il y a encore 3 jours, j'ai reçu un message d'un assistant de recherche qui, pour me remercier d'avoir mis une section où il y a son nom dessus, parce que ça lui permet justement de faire valoir aussi son expérience professionnelle beaucoup plus facilement. Donc j'étais très content qu'on me remercie, même si je trouve que c'est la moindre des choses en fait de faire ça. Mais j'ai l'impression que les chercheurs seniors, alors que c'est vraiment rien à faire, hein, c'est juste rajouter 4 lignes dans un article, ça prend 5 minutes quoi. Ben, j'ai l'impression qu'ils sont réfractaires à ça aussi. Et je sais pas si toi tu as la même. Alors nous déjà, j'ai jamais eu d'assistant de recherche. Donc Ok. voilà. Moi une impression de gros je m'en foutisme, c'est-à-dire que quand je dis je vais rajouter donc moi c'est un tableau, j'utilise un tableau pour crédit. Euh, on va utiliser le tableau crédit, on me dit bah oui. Je dis bah voilà, j'ai rempli le tableau, est-ce que vous êtes d'accord? On me dit bah oui. Voilà. J'ai jamais rien eu de plus c'est vraiment toutes les personnes avec qui j'ai travaillé et tu vois, mes directeurs de thèse ou même mon directeur de laboratoire actuel, ou etc., qu'on a utilisé Credit, c'était vraiment, bah, si Adrien, si tu trouves que c'est bien, vas-y, hein, c'est très bien. Mais il n'y a vraiment pas eu ni d'implication plus, ni même de personnes réfractaires, quoi. C'était vraiment, je ne vois pas l'intérêt, alors que pourtant, moi, je trouve qu'il est là et qu'il est plus important que de savoir qui sera premier auteur. En fait, pour tout te dire, les personnes avec qui je travaille, globalement, ce qui compte pour eux, c'est de savoir dans quel journal on va publier en premier. En deuxième, c'est savoir qui sera premier auteur et qui sera dernier auteur. Et ensuite, le contributeur rôle taxonomie, mais du coup, ça vient vraiment tout après, quoi. Et comme c'est pas vraiment marqué, je veux dire, il y a globalement personne qui va vérifier ça. Bon, ben, on s'en fiche, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a à peu près personne qui lit. Moi, pour préciser un peu ce que je disais, moi, le côté réfractaire est quand même très léger, hein. On m'a jamais interdit de le faire, on m'a jamais dit tu veux pas ne pas le mettre ou quoi que ce soit. Mais juste, j'ai remarqué que genre, très clairement, personne n'a envie de le faire. Alors, je trouve ça moi Ouais. très fou parce que du coup, quand on a des assistants de recherche qu'on en a au labo, quoi, bah du coup, c'est des gens qui sont pas du tout crédités parce qu'évidemment, ils ne sont pas auteurs de l'article quand ils ont participé que Mm. à la collection de données. Et en général, c'est accepté hein, pour que les auditeurs suivent, hein, mais c'est assez accepté en général que la collection de données seule, sans contribution à l'article, n'est pas euh, n'est pas Suffisant. suffisante, voilà, pour donner un nom sur le papier, quoi. Ouais. Voilà. Et un truc qu'il faut dire aussi, c'est que dans beaucoup de journaux, en fait, quand tu vas publier, le crédit, il va aller dans le supplémentary materials, quoi, il sera invisible. Pour certains journaux, tu vas pouvoir l'inclure en dessous de l'abstract ou quoi. Et dans très peu de journaux, ce sera vraiment clair. Et je crois qu'il n'y a que PLOS ONE pour lequel c'est vraiment que les journaux PLOS ONE pour lesquels c'est obligatoire. Mais il y a des journaux qui permettent de le mettre si on veut. Et en fait, il y a beaucoup de journaux, juste ça finira en supplémentaire matériel. Donc en plus, il y a pas beaucoup d'incentives, quoi. Il n'y a pas beaucoup de volonté non plus de la part des journaux de le mettre en avant non plus, quoi. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, j'ai eu un petit peu le truc avec ma dernière publication là dans Behavior Research Methods. Et parce que du coup, ils m'ont dit, ouais, enfin, j'avais mis moi la section vraiment crédit officielle, on va dire. Et ils l'ont renommé, puis genre, je sais plus ce que c'était, mais c'était genre Contributions, puis complètement à la fin, etc. Et je Ouais. demandais, moi, à ce que ce soit un petit peu plus clair et à inclure le fait aussi que c'est le système crédit aussi, mine de rien, pour Ouais. Nous, on met aussi en note partager du un petit peu le tableau. mot. Ouais. Hmm. Ouais, c'est pas bête ça. Je ferai peut-être ça pour les prochaines. Et, Bon, on en mais rediscute. On voilà. en rediscute. Voilà, ouais, ouais, on en discutera, ouais. Et enfin, donc dernier point sur l'Open Science 1.0, la culture de recherche. Et là, en gros, ce qu'ils disent, un petit peu déprimant, hein, ils disent la culture d'Open Science, elle prend très peu dans la recherche. Il y a quelques initiatives qui font un peu de bruit, comme par exemple les Reproducibility Networks, le Center for Open Science aux États-Unis, qui est quand même assez connu, hein, c'est eux qui ont fait OSF, sur lequel on peut publier des préenregistrements, on peut publier nos données, on peut publier le protocole, etc. En France, il y a HAL, qui veut dire... Est-ce que tu sais ce que veut dire HAL? J'en ai aucune idée, ça veut dire un truc?
Hyper, je vais t'apprendre hyper article en ligne. Super. Ouais, ouais, ouais. Et qui permet en fait de déposer des articles, des thèses, voire même des PowerPoints. Si on fait des séminaires, on peut mettre nos PowerPoints dessus. Il y a OpenAir dans l'Union européenne qui permet de se former à l'open science. Il y a pas mal comme ça d'initiatives. Mais presque toutes ces initiatives sont financées sur un temps limité. Par exemple, le Center for Open Science, qui est clairement le plus gros ou le plus important dans le milieu de la recherche, il dépend presque essentiellement de dons de milliardaires en fait. Moi, je pensais citer dans la culture de recherche Malika Hille, du coup, Oui. qui a un des premiers postes universitaires de coordinateur en open science. Je crois que c'est ça son Ouais, c'est titre. ça. Ouais, ouais. Bon, voilà, pour en dire, c'est un CDD, donc elle est là et elle essaye de faire en sorte dans son université, donc à Munich, si je veux pas dire de bêtises, À Munich, elle était à Oxford de, avant, elle a fait la même chose à ouais, Oxford et elle est à Munich maintenant, oui. donc de créer une culture de recherche open science au sein de l'université, mais c'est un poste et c'est précaire, quoi. Donc on est toujours dans cette idée que la culture open science dans l'open science 1.0, c'est vraiment quelque chose de précaire et qui existe un peu comme un flottement comme ça parce que c'est fait bien, mais que finalement c'est pas du tout intégré, systématisé au sein de la recherche. Ouais, ouais, ouais. Et moi, ça me donne vachement. La sensation que ça me donne, moi, c'est que on essaye toujours d'avoir les gens qui poussent pour l'open science un petit peu un pied dehors. Moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne, quoi. Genre, ok, à n'importe quel moment, on est capable d'arrêter de travailler avec vous et puis vous dégager et on reprend le truc comme avant, quoi. Moi, je sais que c'est certainement qu'il y a personne qui pense ça de cette manière, aucun décisionnaire ou organisme de financement ne pense comme ça. Mais je trouve que c'est la, la- c'est la vision que ça donne, en fait, de jamais avoir globalement de poste permanent de coordinateur open science comme ça. C'est fou, c'est Ouais, fou. ouais. Et donc on peut passer aux descriptions des potentialités d'Open Science 2.0 en commençant par repenser l'archivage du processus scientifique. Donc comme je le disais, hein, dans le 1.0, le processus scientifique, on archive juste la fin, c'est-à-dire l'article scientifique. Et ce qu'expliquent les chercheurs, c'est que finalement, on pourrait partager régulièrement des éléments individuels du processus de recherche, c'est-à-dire on pourrait partager directement les hypothèses quand on les a, le matériel qu'on va utiliser, les protocoles qu'on va utiliser, les données, le code, in fine le manuscrit, et aussi l'évaluation par les pairs, ce qu'ont dit les autres de leur évaluation du manuscrit final. Une fois que ces éléments sont prêts à être utilisés à l'extérieur, plutôt qu'à la fin du cycle de recherche dans un même package qu'on appellerait article. Et en fait, tous ces éléments seraient citables. Tous ces éléments auraient la possibilité d'avoir des contrôles de version, c'est-à-dire que j'ai des hypothèses, mais finalement, si j'ai envie de changer mes hypothèses, je peux le faire. Mais simplement, bah, j'aurai une date qui sera associée à quand j'ai écrit mes premières hypothèses et quand j'ai écrit mes hypothèses par la suite, quand j'ai récolté mes données, quand j'ai récolté mes données par la suite. Comme ça, on pourra voir que bah oui, j'ai pas récolté mes données avant d'avoir changé mes hypothèses. Donc comme ça, on peut voir que j'ai pas fait de la manipulation de données ou du hacking, c'est-à-dire la possibilité de modifier mes hypothèses une fois que j'ai vu mes données. Donc ça, c'est le contrôle de version. La possibilité de commentaires et de suggestions ouvertes à chaque étape du processus. Je dis voilà, j'ai envie de faire une recherche sur tel sujet, voilà mes hypothèses. N'importe qui à ce moment-là peut dire je pense que ton hypothèse elle est pas terrible parce que. C'est-à-dire avant même d'avoir récolté tes données ou imaginé ta procédure ou déterminé un matériel, la personne est déjà capable de te dire attention, ton hypothèse elle pose peut-être un problème. Et donc finalement, le processus de recherche, c'est toi Nathanaël hein, qui disais ça au tout début en fait de ce podcast, tu disais ça devient un processus de recherche dynamique plutôt qu'un processus statique où finalement tout arrive à un instant T, l'article dans lequel tu as tout. Bah là en fait c'est dynamique et on peut changer à chaque étape un petit peu tout ce qu'on veut. Alors ça existe déjà avec Octopus et Research Equal que je ne connais pas. Octopus je connais bien, mais Research Equal je connais pas, mais les deux sont extrêmement peu utilisés parce que pas valorisés par la suite. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que les articles, donc la fin, ça ne serait pas des articles comme ce qu'on a aujourd'hui, mais ça serait en fait une sorte de petit résumé du processus de recherche, un peu plus gros qu'un abstract, plutôt qu'un résultat qui détaille mal tous les processus de la recherche.
Et à ce niveau-là, et c'est là où moi je trouve que l'idée est brillante, c'est que les journaux auraient pour objectif, auraient un objectif de curation. C'est-à-dire de mettre en valeur certains articles, certaines thématiques, ou synthétiser des dynamiques actuelles de recherche. Ce qui est d'ailleurs plus ou moins ce que fait déjà Nature ou Science, avec leurs idées de billets de blog. Et en fait, si on reprend l'essence même de ce qu'est un journal, c'est ça qu'il est censé faire, le journal. Il n'est pas censé faire du gatekeeping et dire toi t'es un article scientifique, toi t'en es pas. Il est là, plutôt là pour encourager certaines dynamiques de recherche et finalement valoriser ce qui paraît le plus prometteur, moins prometteur, le plus intéressant pour les citoyens, le moins intéressant pour les citoyens, résumé des processus de recherche, et cetera. Donc je trouve que ça rentre à la fois dans l'idée de ce que devrait être la science et à la fois de ce qui devrait être un processus dynamique plutôt que, des étapes par étapes, validées par des articles, quoi. Je sais pas ce que tu en Absolument. penses? Et ouais, bah, je suis d'accord. Et c'est vrai que ça c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est repenser totalement, mais totalement la façon dont on fait de la recherche à l'heure actuelle, parce on fait absolument pas ça. À chaque projet de recherche, on a des îlots indépendants. On espère que personne va nous piquer notre idée. Et genre, on essaie de faire les choses le plus vite possible pour être sûr que ça sorte à la fin. Avant que quelqu'un d'autre ait fait ce qu'on a fait. Souvent, ça dépend évidemment quel est le milieu de recherche, mais en particulier quand on est sur des sujets un peu bouillants, c'est vraiment ça. Faut faire la recherche le plus vite possible, faut écrire l'article le plus vite possible, etc., etc. Comme ça, hop, c'est nous qui avons à la fin l'article qui est vraiment le saint graal, l'objectif de la recherche. Et ça se ressent beaucoup justement si on essaie de renverser un petit peu la lecture de l'open science, enfin comme essaie de le faire finalement l'open science, souvent quand on écrit des articles en sciences quantitatives, en particulier quand on écrit des statistiques, quand on fait quelque chose avec des statistiques, finalement, il faut vraiment voir que la publication, c'est ça qui montre le résultat de la recherche. Et si on n'a pas accès aux données et au code, comme ça se fait majoritairement à l'heure actuelle, ça veut dire que le processus de recherche lui-même, en fait, il est zéro accessible, pas du tout accessible. C'est vraiment juste le morceau de papier final avec ce que le chercheur rapporte, qui est le résultat, la production même de la recherche. Alors que, je sais pas moi, si euh, je veux dire, c'est assez particulier parce que je veux dire, on s'attendrait à ce que, je sais pas moi, à la fin d'une recherche biomédicale, il y a une description, si jamais c'est quelque chose de complètement public, il y a une description de comment faire une molécule et puis du coup la molécule est accessible à tout le monde et ce genre de choses. Mais quand les choses ne sont pas ouvertes, c'est juste, il y a un bout de papier à la fin, quoi. Et on espère que tout s'est bien passé entre les deux. Donc, du coup, c'est vraiment ça qui est je sais pas si j'arrive à bien véhiculer l'idée, mais du coup, c'est ça qui est le Mais lingot d'or à la ouais, fin, quoi. l'idée, c'est qu'il y ait le processus actuel de recherche nécessite une confiance absolue que Ouais. les autres chercheurs ont parfaitement fait les choses, pour arriver à leur article et en même temps une méfiance absolue en se disant: «Il ne faut surtout pas que les autres aient fait la même chose que moi ou me vérifient ou et cetera». Donc en fait, Ouais. il y a une double contrainte qui est énorme et qui amène en fait, à la fois, à avoir des pratiques de recherche questionnables et à la fois à ne surtout pas les remettre en question. Ouais. Et du coup, ça découle de ça le fait qu'on travaille pas en équipe avec les autres chercheurs, Mais oui, automatiquement. exactement, parce que si finalement tu veux pas que les autres voient ce que tu fais, et ben, tu travailles tout seul et si tu, ne veux et tu ne vas pas non plus aller voir ce que les autres font parce que ça tu risques de trouver les mêmes choses que ce que toi tu fais, quoi. Et en fait ça Ouais. revient, un peu l'idée moi que j'aime bien, il y a un mème comme ça je l'avais vu sur Twitter, mais je sais pas d'où il vient, qui dit que finalement un article scientifique, s'il y a pas les données et le script qui est ouvert, ben, c'est comme de la pub, quoi. Ça vaut rien de plus que de la pub Ouais, moi, je suis assez et d'accord avec ça. on Parce que, doit essayer de dépasser ça, quoi. ouais. Et par rapport à l'analogie que je faisais tout à l'heure avec le monde informatique, en fait, rendre la science justement très modulable comme ça et critiquable et améliorable morceau par morceau, bah, en fait, ça, c'est complètement une contribution qu'on peut voir en informatique avec, Mmh. dans l'open source. Puisque du coup, on a genre un, un répertoire, enfin un repository, je ne sais même pas comment ça se traduit en Un français. répertoire, ouais. Répertoire? Ouais, ok. Mais Donc me dis pas comment on traduit forking, hein, ça j'en sais rien. ouais, je sais, fourchetté. Donc voilà, où du coup tout est accessible dans l'open source, hein. Et puis il y a des contributeurs qui viennent, et puis
il voit le machin, et puis il y a des petits onglets de discussion où on peut dire ce que tu as fait là, c'est nul à chier, ou alors ce que tu as fait là, c'est super. Et puis hop, des contributions comme ça ponctuelles. Donc on pourrait avoir quelque chose de modulaire comme ça, et surtout une contribution du coup internationale. Tous les chercheurs que ça intéresse pourraient dire, ah, cette hypothèse là, je pense qu'elle est mal construite, ou alors ton modèle statistique là, juste a dit blablabla, mais moi je suis pas d'accord, tiens, je te donne du code, je mets sur ton GitHub ou ton Science Hub ou quoi que ce soit. Et puis, tiens, voilà du code R pour faire alors, ton modèle statistique. Et voilà, il a contribué. Et puis, on peut avoir des. Dans l'open source, il y a déjà des méthodes de visualisation pour savoir qui sont tous les contributeurs. À quelle étape? Voilà, à quelle étape, il y a le détail, etc. Et donc, on peut avoir à la fois le contrôle de version, comme tu disais. D'ailleurs, le, le version control, c'est complètement un truc informatique, hein, à la base. Je veux dire, on a Git et GitHub qui est la version en ligne, mais Git, c'est du version control. Et puis, on a d'autres trucs, hein, que Git, c'est juste le plus connu. Et du coup, il y a aussi accès à toutes les versions qu'il y a eu et quels sont tous les contributeurs, etc. Mais c'est une façon complètement révolutionnaire de voir la recherche. Et je voulais aussi savoir ce que tu pensais de la fin en fait de cette partie-là, notamment sur la vision des journaux. Ah oui, ouais, oui. Je sais pas. En fait, c'est bien, mais il y a un côté un peu effrayant pour moi là-dedans parce que le fait d'avoir des éditeurs qui choisissent peut-être de plus mettre en avant certains trucs par rapport à d'autres. Euh, bon, on va pas se le cacher, c'est déjà le cas hein, à l'heure actuelle. Mais en fait, c'est une nouvelle forme pour moi potentiellement de gatekeeping à un certain degré et une nouvelle forme de potentielle invisibilisation de certaines universités et de certaines recherches. Donc c'est à la fois bien, j'aime bien le switch un petit peu d'idées, mais j'y vois aussi des dangers potentiels. Ouais, moi je comprends ce que tu dis. Voilà. Je trouve que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a bon, c'est pas un jugement moral, mais il y a trop de chercheurs, humainement parlant, Ouais, dans tous les domaines de recherche pour que ce soit facile de savoir qui fait quoi, où, quand, comment, que finalement, alors oui, on peut imaginer des formes d'invisibilisation, mais c'est pas aussi si on pense le système de journal comme le système de journal actuel, c'est-à-dire avec des très gros journaux qui sont lus par tout le monde, et des journaux plus petits qui sont un petit peu moins lus, et des journaux tout petits qui sont lus par personne. Ça fait aussi possible de repenser un peu ça. C'est-à-dire effectivement oui, d'avoir des journaux généralistes qui, eux, peut-être ne prendraient compte que des choses les plus importantes, mais aussi d'avoir des journaux un peu plus spécialisés qui, eux, vraiment prendraient le temps de ne pas invisibiliser tout ce qui se passe au sein de ce sous-champ de recherche quelque part, tu vois? Je ouais. sais pas à quel point c'est faisable ou pas, mais je dirais, si on peut y mettre un peu d'espoir, ça serait plutôt comme ça, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, je suis pas contre, mais pour moi, en fait, finalement, l'idée est assez floue. La façon dont ça serait implémenté, je pense qu'il y a plein de façons différentes de l'implémenter. Et à l'heure actuelle, j'ai envie de dire oui, mais, euh, mais je ne sais pas ce que ça donnera, en fait. Ouais, Ça pourrait donner du très bien comme du moyen, donc je sais pas. mais quand même peut-être toujours un peu de meilleur que ce qui est maintenant. Ouais, probablement. Mais c'est-à-dire, c'est pas difficile, donc. Le standard est très bas. Justement, en parlant de standard, la partie suivante, c'est la standardisation. Alors, j'ai noté une seule phrase, donc ça va être très court, je pense. La standardisation, c'est le fait de rendre plus commun les standardisations des bases de données et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour interpréter tes grosses bases de données et faire des synthèses automatiques de la littérature scientifique type literature review. Ce qu'il faut dire à ce niveau-là, alors moi, les grosses bases de données, j'y connais rien, les SQL, machin, ça, je pourrais pas t'en parler. Par contre, je sais que l'utilisation de l'IA pour faire de la revue systématique, ça marche bien. On a aujourd'hui AS Review, par exemple, qui marche super bien pour faire de la sélection des articles et derrière, en fait, il analyse les articles, les abstracts pour savoir si c'est incluable ou pas, si potentiellement on peut en faire des méta-analyses ou pas. Et c'est très franchement très bien fait. Et je suis assez, tu vois, plus les articles seront ouverts, plus ils seront lisibles par ces outils d'intelligence artificielle, plus ce sera facile pour nous, chercheurs, d'automatiser tout le processus qui prend du temps à ce niveau-là. Donc,
Voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui, je pense, va prendre parce que c'est vraiment une nécessité en fait, à la fois de la part des chercheurs, à la fois des institutions, et cetera, de faire ces analyses-là et ces synthèses-là. Donc voilà, je pense que ça va aller dans le sens. Ouais, je pense que c'est un outil qui est intéressant, mais moi j'attends de voir des mesures un petit peu complètes de l'efficacité de ces IA et de voir à quel point est-ce que ça mal représente ou non la littérature derrière. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile à objectiver. Mais j'attends parce que alors évidemment, ça fait toujours un petit peu le vieil aigri ou je sais pas quoi. Moi, je suis toujours. Alors c'est rigolo parce que moi j'ai fait de l'informatique avant, je continue, je passe mes journées à programmer, etc. Mais et pourtant je suis je suis un petit peu sceptique face à la technologie en général. Euh, et euh, et je sais jamais où me placer à ce niveau-là. J'attends d'avoir en fait vraiment des mesures objectives avant de dire ok on l'adopte. En fait, ce Tant qu'il qu'on n'a faut pas dire, ça, c'est que le problème principal de ces articles, pardon, de ces logiciels, c'est un, les articles illisibles hmm, par des programmes informatiques, et deux, la littérature grise ou inaccessible. ouais, C'est-à-dire des choses qui sont indépendantes de ces logiciels, quoi. Donc ça, c'est vraiment typiquement pour les méta-analyses, tu as besoin de contacter les chercheurs pour récupérer des articles que t'as pas parce qu'ils les ont pas publiés, pour récupérer des données que t'as pas parce qu'ils les ont pas publiées, et ces logiciels-là, ils te serviront pas à ce niveau-là. Par contre, pour ce qui est de la littérature publiée dans des gros journaux, etc., ils sont capables de les lire correctement et de les agréger correctement. AS Review, il fait vraiment, c'est presque un standard en fait, hein, dans les méta-analyses, hein. ouais. Hmm. Ouais. Mais c'est pas suffisant, effectivement, ouais, comme tu dis. Ensuite, bon, alors pareil, j'ai écrit que deux phrases, mais pourtant c'est quand même la partie qui pour moi est centrale de l'Open Science 2.0, c'est le contrôle qualité. Ouais. À savoir que, donc, comme on le disait au tout début, hein, ça ne sert à rien d'avoir un processus scientifique qui est ouvert s'il n'y a personne pour vérifier qu'il y a des erreurs. Et le contrôle qualité doit apparaître à chaque étape, quand on fait les hypothèses, quand on décide du processus, quand on partage le matériel, etc., etc. Alors, on a déjà quelque chose qui peut ressembler un peu à du contrôle qualité avec les register reports, où en Ouais. fait, avant de récolter les données, on va demander au reviewer de tout vérifier de ce qui va se passer une fois qu'on aura récolté les données. Ce que disent, hein, les chercheurs de cet article, c'est qu'en fait, il vaudrait peut-être mieux faire des audits systématiques à chaque étape, mais forcément, ça coûte plus cher et ça nécessite aussi. Alors, ils disent qu'on pourrait utiliser des IA, par exemple, avec des protocoles. Donc, l'IA, en fait, on lui demanderait, tiens, vérifie que dans cet article, ce protocole est respecté. Et ça permettrait de vérifier la conformité. Bon, voilà, ça fait partie des idées, hein, qui permettraient de s'assurer d'avoir une qualité suffisante dans l'article. Et ça fait écho, hein, d'ailleurs, avec du coup les guidelines qu'on sort qui ne sont jamais utilisés, mais finalement, si c'est l'IA qui l'utilise à à la place des êtres humains, bah, ça serait pas si mal finalement de dire, bah, finalement, ça t'as pas dit comment t'as fait dans ton article, ça t'a pas expliqué comment ça va marcher dans ton article, puis t'as plus qu'à réécrire, quoi. Ouais, effectivement, je pense qu'il y a, à partir du moment où on a quelque chose de très algorithmique en fait à suivre, hein, et où on dit il faut vérifier X, Y, Z et ces choses-là strictement, je pense que c'est là où effectivement des choses comme les IA peuvent, Bah, enfin des programmes là où ça devient informatiques difficile, c'est qu'en peuvent. fait, ça serait déjà possible si on utilisait des checkbox, tu vois. On aurait un Google Ouais. Form, et dans le Google Form, on dirait, bah, est-ce que j'ai fait ceci? Oui. Est-ce que j'ai fait cela? Non. Mais en fait, les chercheurs, ils veulent pas utiliser ça. Mm. Donc finalement, si c'est pas les chercheurs qui vont aux guidelines, il faudrait que ce soit les guidelines qui viennent aux chercheurs. Et pour ça, il faudrait utiliser des langages, enfin des IA qui comprennent le langage type ChatGPT, qui lisent ce que disent le chercheur et qui disent, mais en fait, t'as oublié de dire ça, t'as oublié de dire ça. Finalement, ça serait vraiment. Ouais. Ouais, le problème c'est que tant qu'on reste à un niveau un petit peu un haut niveau en fait, c'est facile à dire. Oui, Puis ensuite, quand on regarde dès qu'on regarde dans les sous-domaines et les sous-sous-domaines d'études, etc., à chaque fois, il y a des cas particuliers. Et puis, ah ouais, mais dans ce type de recherche, en fait, ça marche pas pareil. Et puis dans mais du ce coup, tu peux sous-type le de dire. recherche, ça marche différemment. C'est ça Ouais, ouais, qui tout est à fait. intéressant, c'est que tu peux le dire. Ouais, ouais, J'ai absolument. dévié du protocole parce que, etc.
Ouais, Bon, tout à fait. encore une fois, hein, là, on est sur la science 2.0 dans quelques années ou quelques dizaines d'années. C'est vraiment Ouais, du fantasme de qu'est-ce que pourrait être un bon processus de recherche, hein. oui, c'est Ensuite, il y a ça. la Ouais. réorganisation du travail scientifique, avec notamment le besoin d'une spécialisation accrue, avec des rôles qui vont apparaître comme gestionnaire des données, reviewer systématique. Tu vois, au sein d'un groupe de recherche, il y aurait quelqu'un, son rôle, c'est de vérifier que les autres font bien les choses. Un statisticien, et cetera, et ce, dans des grosses équipes internationales, ce qui permet de réduire les coûts, parce qu'un statisticien dans un petit laboratoire, il aura rien à faire, alors qu'un statisticien, dans une grosse équipe ou au sein vraiment d'une UFR ou de plusieurs UFR, il aura beaucoup plus de boulot, qui justifierait son poste finalement et qui améliorerait globalement la qualité des résultats de tous les autres chercheurs avec qui il travaillerait, quoi. Ouais. Ça, Donc voilà, ouais. ouais, ça rejoint encore une fois, quelque part, cette idée, encore une fois, modulaire, hein, parce que tout ça, c'est mis, le point précédent déjà du quality control, et puis là, toute la réorganisation de la façon enfin, des spécialisations. Finalement, c'est aussi rendu possible par cette vision modulaire et d'étape par étape, où si on a des grands répertoires, encore une fois, avec tout, ça permet à chaque spécialité, chaque personne, et même d'autres chercheurs externes, de venir critiquer et modifier et améliorer en fait chaque chose. Ça, c'est je suis chercheur, au moment où je fais mon protocole, j'envoie le protocole au statisticien, il me valide, ça me revient. Au moment de récolter les données, je envoie à la personne qui récolte les données, ça me revient. Au moment de faire l'analyse statistique, j'envoie au statisticien, ça me revient, et puis après, je peux faire des résultats, et cetera. Finalement, c'est à chaque fois, à chaque étape, en fait, tu as identifié la personne qui sera capable d'avancer vers l'étape suivante, quoi. Ouais, absolument. Ouais. Donc, ouais, l'idée de modularité, de dynamique, à ce niveau-là. Et alors, donc là, on arrive à la troisième partie et dernière partie de l'article. Comment passer de la recherche actuelle à l'open science 2.0? Il y a du boulot. Hem, Ils disent déjà ce qui est important, c'est de tracer le progrès. On a le EU Trial Tracker, par exemple, qui indique combien d'universités adhèrent aux pratiques open science, dans l'Union européenne. Et ça permet de visualiser en fait, la compliance, la mise en conformité, des universités ou des départements ou des laboratoires et cetera. En fait, le fait de tracer, ça encourage en fait des autres à en faire partie, de ce groupe qui va grossir petit à petit. Donc ils disent que c'est vraiment fondamental de tracer et ensuite, ben, on vient un peu à la partie un peu déprimante, hein, c'est qu'il faut du financement. Donc il faut financer les infrastructures d'open science, il faut financer les serveurs de préenregistrement, il faut financer, les serveurs qui, vont faire du version control et cetera et cetera. Il faut financer des formations à l'open science, il faut financer le soutien à l'open science et dans l'open science 1.0 actuel, les initiatives, c'est souvent soit du bénévolat de chercheurs, soit issu de dons de philanthropes américains dont on ne sait pas quand ils couperont ces financements, qui sont tous précaires et du coup, comme tu l'as dit, hein, c'est toujours bizarre de ne rien, financer le long terme. C'est un petit peu comme dire: «Mais finalement, si ça prend trop d'importance, à tout moment, on peut couper, quoi». Donc ça, c'est le deuxième point, le financement. Troisième point, modifier le statu quo pour amener de l'innovation. Savoir que globalement, l'open science, c'est pas un protocole direct à suivre, quoi. On n'a pas un plan A, B, C, D et puis on suit les étapes petit à petit, ça va être plutôt de l'essai-erreur et pour qu'il y ait de l'essai-erreur, bah, il faut laisser la possibilité à ces essais d'exister et malheureusement, ces essais ne proviennent que de bénévolat, alors que ça serait intéressant d'avoir un financement direct vers ces possibilités d'essai-erreur et d'améliorer en fait, l'existant progressivement et en parlant d'améliorer l'existant, il faut pouvoir mesurer ces améliorations et pour ça, il faut de la métascience, c'est-à-dire la capacité de mesurer les résultats scientifiques vers des résultats scientifiques plus désirables et de tester scientifiquement avec des méthodes, type expérimentales, la manière de fonctionner de la recherche et la manière de fonctionner de l'open science et la différence entre l'open science et la manière de fonctionner actuelle. Tu me coupes, hein, dès que tu as quelque chose à dire. Ouais. Alignement des incitations entre les parties prenantes, c'est-à-dire que les chercheurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est améliorer leur statut
devenir un chercheur plus important. Les universités, elles veulent être bien placées dans les classements universitaires. Les journaux, ils veulent augmenter leur impact factor. Et finalement, tous ces objectifs, ils sont déjà un peu opposés les uns aux autres. Mais surtout, ils sont tous opposés à l'open science, qui nécessite pour les chercheurs peut-être de publier un peu moins souvent parce que ça prend du temps de faire de l'open science. Aux universités, de payer des personnes disposées à l'open science et aux journaux de créer une infrastructure open science. Donc en fait, l'open science, ça gêne toutes les parties prenantes plutôt qu'autre chose. Et donc il faut modifier les incitations pour amener les parties prenantes à y trouver des bénéfices en fait à l'open science. Et du coup, dernier point, l'open science n'est pas une fin mais un moyen. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de la recherche. Et on améliore la qualité de la recherche, en partie par l'open science, mais pas que. Et si on arrive aux objectifs d'open science 1.0, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si on arrive aux objectifs d'open science 2.0, c'est bien, mais ce sera pas suffisant parce que l'objectif, ce sera toujours de remettre en question le fonctionnement de la recherche actuelle en améliorant systématiquement la qualité. Donc un petit peu d'open science, c'est mieux que rien, mais il faudra toujours continuer à améliorer les pratiques de recherche. Ce qui est plutôt quand même positif, de se dire qu'il y a toujours de la possibilité de remettre en question et d'améliorer les choses. Voilà, et en conclusion, le résultat est assez pessimiste. La pratique d'open science la plus simple à mettre en place, c'est l'open access. Et plutôt que donc de faciliter l'accès au PDF finalement, on fait payer aux auteurs la possibilité d'y accéder et malgré tout, on n'a que 50% des articles en open access. Et le fait d'avoir créé de l'open access, c'est-à-dire le fait d'avoir amené les chercheurs à payer pour améliorer leur statut, à créer des paper mills et à créer les journaux prédateurs, c'est-à-dire des journaux. Donc les paper mills, c'est le fait de créer des faux articles qu'on va payer pour pouvoir publier et ce qui pour améliorer notre carrière universitaire. Et les journaux prédateurs, c'est des journaux qui sont indexés dans des grosses revues, dans euh, des grosses bases de données de journaux scientifiques et sur lesquels on va pouvoir très facilement publier parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de processus de peer reviewing, etc. Et qui, du coup, sont bons pour le CV, alors qu'en réalité, ils sont pas bons pour la science, quoi. Donc finalement, la toute petite partie sur laquelle Open Science s'est améliorée a peut-être même fait plus de dégâts que de bien, quoi. Donc c'est un petit peu décourageant à ce niveau-là. Ça, c'est la Ouais. conclusion de l'article. Et l'open access, je crois que le fait que les journaux embrassent l'open access et donc augmentent leur charge de publication pour pouvoir justement faire payer les auteurs, en fait, alors même que l'open science est censé être plus inclusive aussi des plus modestes universités, en fait, ça a poussé les plus mauvaises universités en dehors de tout ça. Parce que, en fait, quand on est au plein milieu de, je sais pas moi, université de, j'en sais rien, de n'importe où, qui soit pas dans le monde occidental du Nord, en gros, en général, en fait, payer 5000 euros pour pouvoir publier un article, c'est pas réaliste. Et donc, au fin fond de la Serbie ou de l'Azerbaïdjan ou des pays un peu plus modestes économiquement, les universités, elles ont moins de financement. Une conséquence qu'on n'avait pas prévue, en fait, finalement, à la base, était que ouais, les universités plus modestes, du coup, elles peuvent pas faire de l'open access et c'est problématique pour beaucoup de gens. Parce que les articles qui sont open access ont la réputation d'être plus cités. Et donc, notamment, en plus de ça, ces universités qui n'ont pas accès à beaucoup de trucs, elles ont aussi en général des accords avec les éditeurs qui sont beaucoup plus faibles. Et donc, ils ont aussi peu accès aux journaux dans lesquels ils publient eux aussi de façon fermée. Et donc, eux-mêmes ne citent que les articles, ou beaucoup plus les articles open access, qui viennent des universités riches. Et eux sont pas cités en retour, parce que eux-mêmes ne peuvent pas se citer eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas accès à leurs propres articles. Et ça, je veux dire, on n'avait pas tellement prévu, je pense, hein, ce truc-là à la base, et c'est très problématique. Avec en plus le cas de l'Union européenne, des États-Unis qui encourage, parce que tu lis, c'est les universités qui payent, mais en fait, dans l'Union européenne, il y a aussi beaucoup l'Union européenne elle-même qui paye. Donc c'est finalement le citoyen qui cotise à l'Union européenne, qui va payer directement les éditeurs, quoi. C'est vraiment, enfin les maisons d'édition, quoi. C'est vraiment
Moi, je trouve que on est presque dans un comportement un peu mafieux, tu vois, où il y a vraiment de l'argent qui passe de main en main, alors que la personne qui crée l'article et la personne qui va consommer le contenu de l'article ne reçoit aucun de cet argent, quoi. C'est comme si, je sais pas, j'allais acheter quelque chose chez le marchand et que je l'achetais pas avec mon argent et que c'est pas le marchand qui recevait l'argent, quoi. Et que c'est quand même assez fou, quoi. Bon, bref, on marche un Non. petit peu sur la tête. Oui, bah, effectivement. Et puis, bah, pour dire, moi, à mon université, et je suis loin d'être le seul, hein, parce que si je ne m'abuse, alors je ne sais pas si c'est européen dans mon cas, mais je ne crois pas, il me semble que c'est le Danemark, ça doit être national. On a des accords spéciaux pour publier en open access, parce que justement le Danemark veut qu'on fasse des choses qui sont un petit peu plus open science en général. Alors souvent, comme dans beaucoup de pays, les politiques nationales sont très open science égale open access, malheureusement, mais bon, c'est mieux que rien, entre guillemets. Donc moi, dans mon université, si jamais je veux publier des articles en open access, et ben souvent, en fait, on n'a pas besoin de payer nous-mêmes les frais, parce que c'est inclus dans des accords nationaux euh, avec Elsevier, avec Springer, etc. Mmh. Mon dernier article en date, là, bah, en fait, j'ai rien payé, j'ai pas eu besoin de sortir quelque chose de mon propre financement, parce que avec Behavior Research Methods, il y avait l'accord avec mon université, on a juste dit, il y a déjà l'accord. Alors c'est payé quelque part, hein, Et c'est tu vois, payé c'est par ça qui est quelqu'un, mais problématique justement, c'est que tu vois, moi j'aime bien suivre tout ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo, mais quand tu es journaliste jeu vidéo, ben, en fait tu reçois le jeu vidéo gratuitement. Et du coup, tu testes le jeu vidéo selon s'il est bien ou s'il est pas bien, et pas selon son prix, sauf qu'un jeu vidéo à 30 euros et un jeu vidéo à 60 euros, c'est pas la même chose. ouais, Ben, finalement, quand tu as ce type d'accord-là, que l'article coûte 1000 balles ou 10 000 balles, ça te changera rien, pour toi, ce sera la même chose, tu vois? Et en fait, j'ai un peu ce risque-là, tu vois, de dire: «Mais finalement, on va pas prendre ça en compte». Alors que c'est assez fondamental parce qu'in fine, quand, tu es, 30 chercheurs par laboratoire et que tu as 100 laboratoires dans ton université, tu comptes, l'argent du contribuable à la fin, il est juste énorme, quoi, ouais, effectivement. tu vois? Mais je sais pas comment ça se passe ces accords. Ce serait intéressant que je me renseigne. Je crois que les politiques nationales en fait payent un prix fixe qui doit être absolument exorbitant à Elsevier par exemple, imaginons, ou à Springer, pour dire voilà, en échange de je sais pas combien de dizaines de millions probablement ou voire plus que ça, euh, on paye plus dans tout le pays, quelle que soit l'université, quel que soit le journal participant, on ne paye pas. Et je ne, alors probablement que le prix à payer est renégocié régulièrement en fonction après du nombre de publications moyens, mais je ne pense pas que l'accord soit que c'est le gouvernement qui paye à chaque fois. Donc, du coup, c'est probablement un prix fixe, Ouais. à mon avis, qui est là, qui est mis en place. Néanmoins, Mais je vais me renseigner. ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, bah, ça sera un sujet de discussion pour la prochaine fois. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ou est-ce qu'on a fait le Oui, tour? moi, j'aimerais bien effectivement qu'on aborde vite fait. On avait commencé à le faire au début, mais à quel point est-ce que pour toi l'article il est déjà réaliste sur la faisabilité de tout ce qu'on a abordé avant et à quel point est-ce que ouais l'article est peut-être optimiste genre tu vois ça dans combien de temps si jamais ça peut arriver et qu'est-ce que tu penses de tout ça? En fait, ce qui est assez compliqué, c'est, de se souvenir de comment les choses étaient avant et longtemps avant, tu vois? C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé la recherche, c'était en 2000, quand je suis à peu près rentré dedans, c'était en 2015, mais c'est vraiment 2019 où vraiment j'ai commencé à être actif là-dedans et en fait, rien qu'à partir de 2015, j'ai vu enfin, 2015, préenregistrement n'existait pas, c'est pas un mot qu'on utilisait. Ouais, Aujourd'hui, autour de moi, au moins les gens connaissent le concept, même ceux qui l'utilisent pas, même ceux qui sont contre. ouais, Hem, Open data, tu vois, tu entends parler toi-même: «Ah, si l'article, il est basé sur des données de 2020, il est peut-être pas bon». Ah oui, parce qu'en fait, en 4 ans, il s'est passé énormément de choses et au final, tu vois, c'est hyper difficile de dire qu'est-ce qui s
comment sera la recherche dans 5 ans, tu vois? Parce que déjà, si on compare à il y a 5 ans, je trouve qu'il y a eu tellement de modifications, même juste dans la manière de penser des gens, qu'en fait, on peut aller vers du vachement meilleur, vachement vite ou, bah, rien. En fait, ça peut juste être un statu quo complet et c'est hyper, tu vois, hyper difficile d'être une Madame Irma, tu vois? Parce qu'en fait, ça peut être du tout ou rien parce que les choses dans notre mode de fonctionnement actuel, dans notre société actuelle, tout peut aller hyper vite. Il suffit, tu vois, d'avoir, je tu vois, n'importe quelle technologie qui change tout. Tu vois, ChatGPT, ça a globalement changé énormément de choses. Tu peux pas savoir, en fait, à quel point ça peut impacter la recherche très bientôt. Il suffit qu'il y ait, un nouveau ChatGPT spécifique à la recherche où dès que tu écris un truc, il te sort exactement ce dont tu as besoin, que ce soit, écrire un article, que ce soit, écrire un script et que ce soit machin, qu'en fait, tu peux même pas vraiment savoir comment les choses vont se passer, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai que c'est difficile de prévoir. Euh, Moi, j'ai tendance à être assez pessimiste. En partie, je sais pas, en partie peut-être parce que je suis un peu comme ça dans ma personnalité, et en partie parce que je pense que c'est mieux de le rester, parce que ça permet aussi de pousser toujours un petit peu vers le mieux, c'est-à-dire bon voilà, je pars du principe que les gens ils vont jamais faire les choses comme il faudrait. Du coup, moi je suis déjà je suis agréablement surpris quand ils le font, et puis aussi ça me force aussi à toujours essayer de dire aux collègues, allez, il faut faire plus, il faut aller plus loin. Et moi, je suis une des causes de mon pessimisme actuel, c'est que, bah, comme le dit au début l'article, pour l'instant, c'est pas super glorieux, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'article, pour moi, même s'il est, il est quand même assez important et il soulève des excellents points, il met un petit peu la charrue avant les bœufs. C'est probablement le bon moment pour parler de tout ça. Il vaut mieux le prévoir les choses en avance, mais là, on est vraiment très en avance, quoi. Parce que, comme ça dit, on est un des chiffres, c'est inférieur à 0,5% de partage de code. Et donc, en gros, virtuellement, personne ne partage son code. Et on est déjà en train de parler de répertoire, de collaboration à la sauce open source comme en informatique, alors on est même pas encore en train de partager le code qui permet de reproduire la liste statistique dans les articles. Ça, c'est pas encore la réalité. Moi, encore une fois, alors je n'arrête pas de le citer cet article, mais mon dernier article, j'ai littéralement, alors bon, il y a un package R dedans, donc du coup, forcément, il y a beaucoup de lignes de code, mais dans l'étude de validation, qui est vraiment un truc minuscule, c'est vraiment une toute petite étude de validation, et je dois avoir genre 500 lignes de code qui sont partagées parce qu'il faut manipuler les données. C'est des données en eye tracker, donc du coup, il faut que, je veux dire, les jeux de données c'est des trucs qui sont compliqués et il faut faire beaucoup de transformations dessus. Mais justement, moi, j'ouvre absolument tout pour qu'on puisse critiquer, corriger si jamais j'ai fait des erreurs, pas parce que j'ai fait l'informatique avant que je peux pas faire des erreurs. Au contraire, je veux dire, je sais très bien, je suis particulièrement alerte au fait que quand on code, en particulier avec des contraintes temporelles assez fortes, des bêtises, on en fait sans arrêt. Et donc voilà, tout ça c'est ouvert, mais ça c'est pas du tout la norme. On n'est vraiment pas encore là. Et il faut aussi pas oublier, ça c'est vraiment un truc auquel je suis en train de réfléchir beaucoup en ce moment. La plupart des articles qui parlent de partage de données et de partage de code, etc., donc les pourcentages de tout ça, c'est fait notamment, entre autres, de façon automatique. Certaines de ces études, c'est du scraping dans les bases de données et ça va juste chercher, par exemple, s'il y a un lien OSF ou si jamais il y a marqué data is available, blablabla. Et donc, du coup, on n'a pas forcément les moyens, quand on fait ça sur beaucoup d'articles, de vérifier que le lien, il renvoie véritablement sur un jeu de données qui est effectivement le bon. Et lisible. Et lisible, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça veut dire qu'en réalité, les vrais chiffres de bonnes pratiques d'open data sont encore pires que les chiffres qu'on a actuellement. Et quand on regarde les travaux des autres chercheurs, souvent, par exemple, même quand il y a un jeu de données, eh ben, en fait, c'est un jeu de données qui est déjà transformé, où il peut y avoir eu n'importe quelle modification, où on n'est pas capable de retourner
En fait, on n'a même pas le jeu de données original bien souvent. Donc du coup, on a accès qu'au dernier jeu de données quand il y a eu vraiment plein de transformations qui ont été faites. Ces transformations, des fois, elles ont été faites de façon informatisée, avec de la programmation ou des choses comme ça. Et là, ça soulève la question si on n'a pas accès à ce code. Donc, quand on a le jeu de données final, souvent, on n'a pas accès au code. Est-ce que la personne a véritablement codé les choses comme il faut? Donc, dans notre cas, on est des psychologues, donc du coup, on n'a pas eu de formation d'informatique importante en général dans nos études. Donc moi, je m'attends pas à ce que mon collègue qui a probablement eu une semaine de formation en programmation sache véritablement tout faire sans erreur. Et malgré tout, donc c'est pas accessible. Donc du coup, est-ce que son jeu de données final il est correct? Et dans l'autre situation, c'est des manipulations qui sont faites à la main, donc sous Excel, et puis hop, les gens ils copient-collent des, euh, des, des colonnes de données, ils suppriment à la main des participants qui sont des outliers, etc., etc. Puis à la fin, ça donne un jeu de données final où tout a été fait à la main, et je pense que on sait tous très bien que quelqu'un qui manipule son jeu de données à la main, il peut très bien faire des erreurs. Et tout ça, c'est juste en partant du principe que les gens sont honnêtes déjà de base. Donc il y a encore, en plus de ça, la possibilité de fraude derrière. Donc du coup, quand on dit même, comme par exemple cet article que je lisais en sciences politiques, il y a maintenant on est à peu près à 50% de jeux de données qui sont partagés. Il y a du coup de l'optimisme qui ressort de ça. Et moi, j'ai envie de dire que l'optimisme doit être très modéré parce que sur ces 50% d'articles où il y a les données sont accessibles, quelles données? Dans les articles où il y a le code qui est accessible, quel code? Là, en fait, on se rend compte que moi, personnellement, je ne vois quasiment aucun article avec de l'open data et de l'open code où il y a des bonnes pratiques à l'intérieur, c'est-à-dire que souvent les jeux de données ils sont incomplets, les outputs euh, quand on utilise des logiciels propriétaires où on peut pas ouvrir complètement tout, il manque des trucs, ils sont pas faits correctement, etc., etc., etc. Donc même quand on regarde les trucs qui sont, oups, pardon, même quand on regarde les trucs qui sont très positifs dans l'open science, en réalité, on est quand même encore en dessous de l'objectif initial, qui est un minimum quand on a de l'open data, d'avoir de l'open data de qualité. Non, la plupart du temps, c'est le strict minimum qui est fait, et c'est de l'open data très nul, et c'est de l'open code très nul, et il y a encore là-dessus des années de progrès à faire. C'est là où effectivement il y a peut-être un point qu'on peut dire sur cet article, qu'on peut critiquer sur cet article, c'est finalement pas de mettre de priorité en fait entre toutes ces avancées. Moi, c'est vrai que dans l'article que j'aimerais voir publié, devrions-nous nous méfier de l'open science, je pense qu'effectivement le point central, si on veut vraiment faire avancer la notion d'open science, c'est de rendre obligatoire ou de rendre systématique le contrôle qualité. Ouais. Le contrôle qualité, c'est-à-dire, en fait, on rend les choses transparentes, mais ça ne suffit pas parce que, il y a beaucoup d'erreurs et qu'on n'a pas ni le temps ni les moyens, de bénévolement ou gratuitement vérifier les erreurs les uns des autres. Donc il faut mettre en place des protocoles, de vérification systématique et il faut payer pour ça. Sinon, en fait, on s'en sortira jamais, quoi. Oui, effectivement. Dans une note d'optimisme là-dessus, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, tu as dû voir passer ça, toi. Il y a Ian Yusei qui a, je sais pas comment on dit son nom, Ouais. Yusei, quelque chose comme ça, qui a lancé avec son labo à Berne, je crois, en Suisse, tout nouveau labo de métasciences qui vient d'ouvrir. Ils viennent de lancer une initiative qui s'appelle Error, qui est justement un moyen de rémunérer à la fois les auteurs et les reviewers pour catcher les erreurs dans les papiers. Et c'est génial, c'est excellent. C'est-à-dire, en fait, c'est un espèce de système de chasse de primes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils veulent le faire. Mmh. Donc, on va chasser les erreurs dans les articles. Et donc, les reviewers qui chassent les erreurs ont des primes à chaque fois qu'ils trouvent des erreurs qui sont effectivement qui sont significatives dans les articles. Et hop, ils gagnent un petit peu d'argent pour avoir catché une erreur. Et à l'inverse, les auteurs qui participent au programme, les auteurs qui publient des articles où il n'y a pas d'erreur, eh ben, c'est eux qui touchent la prime pour ne pas avoir fait d'erreur dans leurs articles. Et ça, je trouve que c'est une super initiative. Là, on a un incentive qui est direct. Ah, tu as l'air toi plutôt mitigé. Non, c'est une très bonne initiative dans l'écosystème actuel.
Euh, Oui, bon, moi je pense que la science qui se base uniquement, la qualité de la science qui se base uniquement sur qui va gagner le plus d'argent, de toute façon, c'est quand même pas une bonne chose. oui, évidemment. De même que penser que du coup les erreurs ne doivent être trouvées qu'à la fin. Dans l'article, ça va pas non plus forcément dans la bonne direction. En fait, moi, ce que j'ai un petit peu peur de ces fixes, tu vois, de ces pansements, c'est que finalement, ça justifie le système, tu vois. Hmm. Ouais. C'est que finalement, si on dit, bon, bah, en fait, on réduit les erreurs grâce au fait de donner 20 balles à telle personne et 50 balles à telle autre personne parce que ils ont trouvé des petites erreurs, finalement, bah, pourquoi changer le système si on arrive à améliorer comme ça, tu vois. Moi, j'ai toujours un peu peur de ces petits trucs qui en plus sont précaires parce que c'est un projet, c'est pas un financement pérenne non plus. Ouais. Ouais. Moi, je pense Et qu'il faut oui, un, il faut, faut un métier, quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, à la fin, vérifie systématiquement. Faut pas ouais. compter sur le système actuel pour, tu vois, on en revient en fait au débat de l'article, hein, c'est que finalement, est-ce qu'il faudrait pas une personne systématique qui vérifie? Et là, en fait, ils disent non, bah, en fait, on va plutôt garder le système actuel parce qu'il nous plaît bien, mais en donnant un petit peu d'argent, c'est vraiment une vision très économique, hein, des choses. En donnant un petit peu d'argent, les gens vont faire un peu plus d'efforts pour, donc ça devrait aller finalement, tu vois. Ouais, malheureusement, je suis d'accord avec toi. J'ai essayé de faire un point d'optimisme sur la fin et voilà, merci de m'avoir dérobé mon optimisme Non, pour une mais fois que je faisais un en soi, effort. en soi, c'est pas. Non, en vrai, je sais pas. Je pense pas que ça aille dans la bonne direction, en vrai. Mais c'est toujours mieux que rien. C'est Oui, un peu aussi le résultat enfin, le résultat, la conclusion de l'article, quoi. C'est un petit peu d'open science vaut toujours mieux que rien du tout. Mais il faut pas arriver à un seuil où il y ait suffisamment d'open science pour qu'on se dise, en fait, plus ça sert à rien, quoi. Ça vaut pas le coup. ouais. Ouais. Bueno, eh ben, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a largement assez discuté de cet article et on se retrouve très bientôt pour discuter d'un prochain article. Salut Nathanaël. Ouais, salut Adrien.